Écrasée par la faim, les sanctions économiques et l'isolement, la Corée du Nord est plongée dans une obscurité désespérée. Pour sortir de cette impasse, le régime échafaude un plan audacieux sans précédent. Orchestrer le plus colossal braquage bancaire de tous les temps, en y ajoutant une touche de modernité et de technologie. Pour mener à bien cette mission, les dirigeants font appel à leur redoutable armée de cybercriminels, le groupe Lazarus. Connus pour leur brutalité et leur capacité à terroriser les institutions financières du monde entier, les membres du groupe Lazarus ont été formés au sein d'un programme criminel cybernétique top secret de la Corée du Nord, également connu sous le nom de Bureau de liaison 414. Pendant 10 ans, ils ont semé la terreur et le chaos, restant dans l'ombre, cachant leur véritable identité. L'heure est désormais venue pour eux d'agir et de sauver leur pays de la catastrophe. Chapitre 1. Au-delà des frontières de la liberté, la vie sous le régime criminel de la Corée du Nord. En Corée du Nord, des libertés simples comme l'accès à Internet et à l'information sont bien au-delà de ce que la plupart des Nord-Coréens peuvent même rêver. Pour certains hommes, la vie dans un groupe criminel tel que celui de Lazarus est infiniment meilleure que ce qui les attend en rentrant chez eux, même si être membre du groupe n'a rien de glamour. C'est cette prise de conscience qui a fait que ces jeunes hommes intelligents sont prêts à commettre des crimes cybernétiques, une bien meilleure alternative à ce qui les attend chez eux. Le régime possède une expertise pointue en matière d'espionnage numérique, ce qui pourrait avoir des conséquences inquiétantes. L'ingénierie sociale joue un rôle crucial dans leur cyberattaque, car le point d'intrusion doit sembler fiable. Le groupe Lazarus et d'autres sont capables de falsifier la voix et les appels téléphoniques de hauts fonctionnaires ou de manipuler des séquences vidéo pour tromper leurs victimes. Un appel téléphonique trompeur à un employé de banque pourrait suffire à les convaincre de transférer de l'argent d'un compte à un autre. Étant donné à quel point cela a été rentable jusqu'à présent, la Corée du Nord n'a aucun incitatif à cesser ses efforts en matière de cybercriminalité. La cybercriminalité n'est pas la seule activité illicite à laquelle la Corée du Nord se livre, car elle compte également des organisations louches impliquées dans des crimes traditionnels tels que le trafic de drogue. Elle investit également des millions de dollars dans son commerce de drogue légal qui comprend la production de méthamphétamine. L'une de leurs organisations les plus importantes est la Room 39, qui est censée être à l'origine des super dollars, la chose la plus proche de l'argent contrefait parfait qui nécessite un microscope pour détecter les défauts. Les gains légaux de la Corée du Nord sont relativement modestes, le pays étant l'un des plus pauvres du monde et une grande partie de ses revenus provient de l'exportation de matières premières vers la Chine à des prix bas. Étant donné leurs sanctions mondiales et leur réputation, ils ne peuvent pas commercer avec quelqu'un d'autre. Ainsi, les bénéfices des entreprises criminelles comme le groupe Lazarus représentent une industrie importante pour la Corée du Nord, d'autant plus qu'ils ont besoin d'argent rapidement en raison de leur arsenal nucléaire en expansion qui est un puits sans fin d'argent. La société nord-coréenne ne se concentre pas sur la production de biens utiles, mais elle est centrée sur le contrôle de la population et la sécurité du régime. Et la famine de masse intentionnelle est l'une de leurs armes les plus efficaces. Par conséquent, la rébellion n'est pas une priorité lorsque les gens doivent se préoccuper de trouver de la nourriture pour survivre. Le gouvernement nord-coréen empêche activement ses citoyens de subvenir à leurs besoins et inflige des sanctions sévères pour des choses comme la chasse ou la cueillette de plantes. Seule l'armée est nourrie correctement car elle est responsable de maintenir le régime au pouvoir. Cependant, le contrôle du gouvernement va au-delà de la limitation de la nourriture. Les infrastructures telles que l'eau potable, les fournitures médicales et l'électricité sont intentionnellement négligées, comme on peut le voir depuis l'espace où la Corée du Sud est des milliers de fois plus lumineuse que la Corée du Nord. La dynastie Kim refuse l'aide étrangère, préférant maintenir la population appauvrie et facile à contrôler. Chapitre 2. Le braquage du siècle. Il n'est pas clair comment le groupe Lazarus a initialement eu accès au système de la banque du Bangladesh, mais on soupçonne que cela aurait pu être grâce à un email suspect envoyé aux employés un an auparavant, contenant une demande d'emploi en apparence anodine d'un homme appelé Ras. Une fois à l'intérieur du système, le virus est resté dormant jusqu'à ce que la situation idéale se présente, qui est survenue. Un an plus tard, lorsque le virus a tenté d'accéder au système SWIFT, un programme utilisé par les banques pour envoyer de l'argent en toute sécurité à travers le monde. Après plusieurs tentatives infructueuses, le groupe Lazarus a finalement obtenu accès et a hâtivement couvert ses traces. Ils ont attendu près d'un an pour le moment idéal et ont finalement mis leur plan à exécution le 4 février 2016 à 20h. L'intrusion est restée inaperçue par la banque pendant un certain temps, et bien qu'il soit soupçonné que quelqu'un à l'intérieur de la banque ait été impliqué, personne n'a été puni pour le piratage. Le jeudi 4 février 2016, après les heures de bureau,
des pirates informatiques ont infiltré le système SWIFT de la Banque du Bangladesh, exécutant 35 transactions frauduleuses de plusieurs millions de dollars. Ils ont effacé les journaux et saboté l'imprimante pour retarder le système de sécurité physique, s'assurant que la banque ne découvrirait pas les transactions avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, comme il était tôt dans la journée à New York, là où l'argent était détenu, et les transactions traitées, la Réserve fédérale avait amplement le temps d'envoyer l'argent dans le monde. Le lendemain marquait le début du week-end bangladais, et seule une équipe réduite était présente pour surveiller la banque. C'est le samedi suivant, habituellement un jour calme, que les imprimantes ont finalement été réparées et que la banque a découvert que le groupe Lazarus avait pris 951 millions de dollars sur leur compte. Malgré cette perte importante, la Banque du Bangladesh allait voir une chance de bonne augure. La Réserve fédérale a reçu des demandes de transactions dont la plupart étaient destinées à la RCBC Bank sur Jupiter Street à Manille. Bien que cela soit une banque légitime, il y a aussi un navire de transport iranien sanctionné appelé Jupiter, ce qui a provoqué le signalement et le blocage des transactions par le système de la Fed. En conséquence, seules 5 des 35 transactions ont réussi, coûtant aux pirates environ 850 millions de dollars. Cependant, les pirates avaient encore 100 millions de dollars et le temps était compté. Le 9 février, les responsables de la banque et du Bangladesh avaient vu la circulation de messages provenant de la Réserve fédérale et ont paniqué, envoyant des ordres d'arrêt pour le reste des transactions. Malheureusement, il était trop tard pour la plupart d'entre elles. L'une des 5 transactions réussies a été envoyée à une organisation caritative appelée la Fondation Shalika, qui devait transmettre un don de 20 millions de dollars. Cependant, il n'a jamais atteint son destinataire prévu en raison d'une simple faute de frappe. Au lieu d'écrire Fondation, l'ordre de transfert disait Foundation. Un employé de la banque a remarqué l'erreur et a gelé la transaction juste à temps, coûtant aux pirates 20 millions de dollars de plus. Malgré avoir perdu des centaines de millions de dollars en potentiel de revenus, le groupe Lazarus avait toujours 81 millions de dollars de l'argent volé à portée de main. Cependant, s'il le gardait dans le monde financier légitime, il serait éventuellement retracé et saisi par les autorités. Pour blanchir l'argent, ils se sont tournés vers les casinos de jeu, en particulier le casino Salet Midas à Manila. Ils étaient prêts à prendre 50 millions de dollars sans poser de questions. Dans les salles privées du casino, le groupe Lazarus a empilé une table de cartes avec des complices et contrôlé le jeu pour blanchir leur argent. Les pirates ont réussi à récupérer presque tout leur argent volé en manipulant le jeu et en recevant des gains de casinos pro, qui ont ensuite été envoyés en Corée du Nord grâce aux lois laxistes aux Philippines en matière de blanchiment d'argent. Bien que certaines des sommes volées aient été récupérées lorsqu'un directeur de casino l'a signalé aux autorités, la majorité a été envoyée à Macao, une enclave chinoise connue pour ses liens avec la Corée du Nord et le jeu. Malgré des pertes importantes, le groupe Lazarus est reparti avec environ 65 millions de dollars en faisant l'un des plus grands cambriolages de l'histoire. La seule personne condamnée était le directeur de la banque de Jupiter Street, qui était présenté comme le cerveau de l'opération, mais qui a probablement joué un rôle mineur. Des suspects comme Parking Work, connus pour ses liens avec le groupe Lazarus, sont plus susceptibles d'avoir joué un rôle de premier plan dans le crime. La Corée du Nord recrute des pirates informatiques par un processus de sélection rigoureux et une formation intense avant de les envoyer à l'étranger pour travailler sur des crimes et des complots cybernétiques. Parking Work était l'un de ces soldats et est considéré comme un criminel très dangereux par le FBI. Bien qu'il ait peut-être joué un rôle clé dans les crimes du groupe Lazarus, il reste sous le contrôle de son régime et n'a probablement pas reçu une part importante des fonds volés. En conclusion, l'histoire du groupe Lazarus est une illustration de la complexité du monde criminel moderne. Elle souligne également l'importance de la cybersécurité et de la vigilance dans la prévention de telles attaques. Dans une prochaine vidéo, nous allons explorer d'autres histoires intrigantes d'entreprises, de pays ou de célébrités. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager.